Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très ravi de vous savoir toujours nombreux à regarder la soirée de l'information sur Canal 2 Info, votre chaîne d'information en continu. Au menu ce soir, les Lions indomptables du Cameroun qui connaîtront bientôt le nom de leur nouvel entraîneur. La date butoir de dépôt des dossiers de candidature est donc fixée pour demain, mardi 15 décembre. Un appel à candidature a été lancé par la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, dont une réunion du comité exécutif est annoncée pour ce jeudi 17 décembre. L'organisation État islamique au menu de l'actualité ce soir. Sa progression vers l'intérieur de la Libye inquiète la France, inquiète aussi le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian. Une peur de voir les djihadistes s'emparer des puits des pétroles. Avec cette région sur 13, les républicains de Nicolas Sarkozy n'ont pas eu les résultats escomptés. Le parti d'opposition est divisé au sujet, bien évidemment, de la légitimité du président Nicolas Sarkozy, qui n'aurait pas qualité de s'exprimer au nom du parti. Voilà pour ce qui est du sommaire. Patrick Issandor, bonsoir. Bonsoir Ludoger, bonsoir à nos téléspectateurs. Très habitué de la soirée de l'information. Bah écoutez, c'est un devoir, c'est un plaisir et c'est toujours avec le même plaisir que nous sommes là pour le service. Alors ce soir, une dame, c'est pas tous les jours, Falom Tchounia, bonsoir. Bonsoir Ludoger. Alors, c'est votre première participation à cette soirée de l'information. Merci d'avoir cette autre invitation et bienvenue. Je vous en prie. Alors nous allons parler tout de suite des Lions indomptables du Cameroun qui attendent de nouvel entraîneur, Patrick Issandor. Semble-t-il qu'on ne fait pas confiance aux entraîneurs nationaux. Bonaventure Djonkep et Alexandre Belinga ont été désignés il y a quelques semaines de cela pour assurer l'intérim et au bout du compte quand même une victoire et un nul. Bon écoutez, vous voyez que ça dégage un petit sourire. C'est vrai que les deux techniciens avaient été placés à la tête des Lions indomptables sous forme d'un mandat intérimaire. Donc on pouvait s'attendre à ce qu'ils soient confirmés ou bien qu'ils soient remplacés par quelqu'un d'autre. Mais on avait espéré bien évidemment que la touche locale avait enfin son temps, que son temps était arrivé et que finalement on n'allait pas connaître une période éphémère comme celle qui a souvent été connue lorsque des nationaux avaient été appelés à la tête des Lions indomptables. On se rappelle du passage éphémère de Jean Manga Onguene, de Jean-Paul Akono. On a Jules Nyonga qui a connu lui aussi ses frasques à un quelconque moment. Donc on avait toujours l'impression que chaque fois qu'on a un entraîneur, un technicien local qui est placé à la tête de la tanière, que c'était avec une violente épée de Damoclès qui pesait sur sa tête. Et donc, l'arrivée du duo Djonkep-Belinga, ou plutôt Belinga-Djonkep, comme vous le voulez, avait laissé entrevoir à la suite de tous les frasques, et notamment de tous ces combats hideux, haineux et déshonorants pour le Cameroun, qu'on était en passe d'avoir un encadrement technique local, surtout que beaucoup de gens avaient commencé à mettre en avant la poigne et le caractère rigoureux de Belinga qui semblait coller avec le contexte d'une tanière où on avait les égos, où on avait quelques velléités de troubles qui semblaient revenir à la charge en la faveur finalement des jeunes qu'on croyait si jeunes que ça, mais pourtant avec des dents longues et qui avaient peut-être plus de venin que les anciens qu'on avait mis à côté de la tanière. Donc, malheureusement, la formule du sorcier blanc semble encore être de mise. On a vu le ministre, n'est-ce pas, de l'éducation physique et sportive, répondant aux parlementaires, lancer déjà l'idée d'une piste de recrutement. Eh bien, l'appel à candidature lancé finalement par la FECAFOOT hier
démontre à suffisance que la voie du sorcier blanc semble encore être celle qui a la magie de donner les résultats aux Lions indomptables, si mal en point que ça. Alors, est-ce que finalement, c'est par cette unique voie-là que nous allons retrouver le sourire? C'est une question qui ne sera pas forcément décryptée ici, mais le constat est clair, c'est que le mandat de John Kep et de Bellinga va certainement s'achever dans les jours qui suivent. Maintenant, est-ce que d'aventure, par miracle, ils seraient aussi candidats à leur propre succession et trouveraient faveur au sein du comité exécutif ou alors de l'encadrement finalement au niveau du ministère de tutelle? La question peut être posée, mais on voit très bien qu'il y aura très peu de chances de voir le dossier éventuel de ce duo-là revenir à la chasse. Et dans les candidatures, il y a un point qui m'a quand même intéressé, c'est celui d'avoir un candidat qui est prêt à rester de manière assez stable, ou alors de manière stable au Cameroun. Un candidat qui a un palmarès avec des trophées en club ou bien en tant qu'entraîneur. Un candidat qui a une bonne connaissance du football africain et camerounais. Je ne sais pas s'il n'a pas besoin d'avoir aussi une connaissance du football mondial, comme si nos adversaires n'allaient être qu'africains et locaux. Non, en tout cas, il y a un certain nombre de critères qui ont été déroulés dans cette démarche. Et on voit très bien que toutes les pistes sont placées pour que ce soit un véritable sorcier blanc, en attendant de voir quel sera le rôle des firmes et des partenaires, en tête desquels Puma. Alors, parlons de Tounia, vous êtes observatrice et vous avez regardé le sport à distance certainement. Peut-être la question de cet entraîneur que l'on cherche pour l'équipe nationale du Cameroun de football vous intéresse. Êtes-vous pour des nationaux ou vous flanchez pour ces expatriés? Moi, personnellement, je suis pour le fait que l'on puisse recruter les nationaux. Parce que à chaque fois qu'on a recruté des expatriés, ça ne s'est toujours pas bien passé. Pourquoi on doit toujours faire appel aux étrangers pour venir entraîner nos joueurs? Lorsqu'on sait que le Cameroun, d'une part, a été une grande nation de football. Dans le temps, le Cameroun a brillé, le Cameroun a fait ses preuves. Alors je pense qu'on a des personnes assez qualifiées sur le plan technique qui ont une bonne expérience pour pouvoir gérer l'équipe nationale de football. C'est le cas avec les Lions. Leur coach Enongachu, il a fait ses preuves. Avant, on ne s'intéressait pas au football féminin, mais depuis qu'il a tenu l'équipe, les filles font un travail appréciable. Tout le monde a les yeux rivés maintenant vers le football féminin. Donc, on devrait donner la chance aux nationaux de pouvoir gérer l'équipe. Alors, vous envisagez la piste d'Enongachu, peut-être qu'il aura la chance. Est-ce que vous pensez que Enongachu pouvait juste quitter l'équipe nationale, les Lions-Indomptables, le football fait pour aller vers l'équipe masculine? Non, je ne pense pas, je ne crois pas que ce soit le cas, mais je prends juste en fait, c'était juste un exemple. Je dis, lui, en tant que Camerounais, il a pu gérer cette équipe. Alors, on pourrait confier cette charge à quelqu'un d'autre, forcément pas à lui. Ça peut être lui, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais l'essentiel, c'est que ce soit un Camerounais. Il ne faut toujours pas que ils assurent seulement les fonctions intérimaires. Donc, quand ça ne va pas et qu'on on a des confusions, on a des doutes, on prend un Camerounais, on le met là. Et même quand ils sont là, ils font des preuves. Donc, ils montrent qu'ils peuvent. Pourquoi ne pas leur donner la chance? Et après, on verra. Voilà, et après, on verra. Alors, dans les critères de sélection, Patrick Christian Debo, il y a quand même un critère qui a retenu votre attention, celui, n'est-ce pas, de résider au Cameroun. Mais au-delà de ce point qu'il faudrait souligner et qui a manqué à beaucoup de sélectionneurs au Cameroun, est-ce que vous pensez quand même, lorsque vous regardez ces entraîneurs-là qui aiment bien le Cameroun, est-ce que vous en trouvez quelques noms de personnes qui aiment bien le Cameroun? Ben écoutez, des noms, vous savez, la presse a commencé à injecter quelques noms comme ça, en tête desquels le très célèbre Claude Leroy, peut-être du fait de son parcours en Afrique et du fait qu'il ait commencé sa carrière au Cameroun et que c'est au Cameroun qu'il a eu son trophée continental. Et certains, d'ailleurs, lui-même dans un plateau de télévision récemment, a affirmé qu'il serait bien difficile pour un technicien de refuser le Cameroun et que pour lui, ce serait l'apothéose de terminer sa carrière en Afrique au Cameroun avec la CAN 2019 comme il a commencé. Mais ce qui pourrait plaider en la défaveur du technicien français, c'est qu'on sait très bien que la firme qui sponsorise les Lions indomptables, Puma, a toujours son mot à dire. Et elle aime bien cette firme-là, l'école allemande, pour être la tête des Lions indomptables. Elle nous a d'ailleurs
Donné Finke, en son temps c'était Winfield Schaeffer, et j'en passe, en tout cas des entraîneurs qui sont très souvent en contrat avec elle ou bien en relation de sponsoring avec elle. Donc il y a des textes comme ça, là, il y a des têtes comme ça, comme celle de Claude Leroy. Alors, qu'est-ce qu'on dira de d'autres techniciens qui sont cités ça et là? Toujours est-il que, au-delà de la capacité à résister, même si Claude Leroy l'avait démontré en son temps, en allant fouiner, par exemple, les frères Omam dans le Puma profond, en allant fouiner pas mal de joueurs. On l'a vu encore révéler Njanka Beyaka en 98. Donc, il avait ce talent-là. Mais Claude Leroy a dit il y a, on va dire, 10 ans, 20 ans, est-ce qu'il a la même énergie? Est-ce qu'il a encore les mêmes répondants? Peut-être qu'il a davantage gagné en expérience. Peut-être que l'homme est resté dans sa tête le même. Mais ce n'est toujours pas évident. Donc, on a évoqué aussi Hervé Renard qui vient de mettre un terme à son bail avec Lille, même si on l'annonce du côté du Ghana. Rien n'est encore gagné, n'est-ce pas? On a des noms comme ça qui sont avancés, mais ça démontre à suffisance que le label Lions des Indomptables, au-delà des frasques, au-delà des scandales, au-delà des contre-performances, le label Lions des Indomptables reste vendable. Maintenant, l'autre problème aussi, c'est le coût souvent de ces entraîneurs étrangers. Vous voyez très souvent quand les locaux sont là, même seulement par intérim ou bien pour des périodes très courtes, c'est un salaire de catéchiste qui leur est souvent opposé, comparé à la, on va dire, à la fortune qu'amassent finalement les coachs expatriés qui arrivent. Est-ce qu'on va pouvoir trouver le juste milieu entre les envies contractuelles des expatriés et la nécessité de faire quand même un peu de retenue pour une équipe nationale qui n'apporte que du désarroi depuis quelque temps aux populations camerounaises? Donc voilà, c'est un détail, la stabilité sur le pays, mais c'est aussi un détail de savoir que cela ne va pas coûter trop cher aux contribuables. À ce niveau, à la FECAFOOT, on vous dira que c'est là. Ce n'est pas la FECAFOOT qui paye, ce n'est pas le MINSEP qui va payer, même si ça devait être le MINSEP, que c'est forcément le sponsor qui paye, et celui qui paye a son mot à dire sur le choix. Alors, Fallon, est-ce qu'il suffit tout simplement d'avoir un entraîneur expatrié? Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il faudra revoir même la sélection de ces joueurs-là qui doivent défendre le drapeau de Cameroun? S'il faut revoir la sélection ou si c'est le problème d'un expatrié, bon, je ne pense pas. Mais le fait est qu'on a eu plusieurs fois des différents expatriés qui sont venus. Est-ce qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique? Parce que moi, je pense que si on fait appel à eux, c'est qu'ils ont un bagage professionnel assez lourd. C'est qu'on pense qu'ils sont capables de le faire. Pourquoi ailleurs ils réussissent et que chez nous, ils ne réussissent pas? Bon, maintenant, là, il y a des points d'interrogation. Est-ce que quand ils arrivent, on ne leur permet pas de bien faire leur travail? Est-ce qu'ils doivent recevoir des ordres par-ci et par-là et qu'au bout du compte, on a comme l'impression qu'ils ne savent plus où donner la tête? C'est un autre problème. Donc moi, je pense que c'est d'abord un problème interne et il faudrait qu'on restructure bien l'équipe et qu'on sache que si on fait appel à un coach, c'est à lui de faire sa sélection, oui. Et on n'a pas besoin de lui mettre une certaine pression, on lui envoie des différentes listes. Même si c'est un coach, si ce sont les nationaux, ils vont faire face aux mêmes problèmes. Maintenant, on devrait leur donner les moyens de leur politique. Ça veut dire, si on t'appelle, on sait que tu es professionnel, tu es capable de le faire, qu'on te laisse prendre en charge l'équipe selon ton expérience et selon le professionnalisme que tu as. Voilà. Merci. On va rester toujours au Cameroun pour parler cette fois-ci de l'autoroute de Douala-Yaoundé qui a du mal à démarrer avec cette épineuse question d'indemnisation des populations. Et c'est encore les populations de Lobo, dans la Léquier, qui sont opposées à l'avancée des travaux. Alors, Fallon, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il va falloir commencer par indemniser les populations avant de procéder aux grands travaux, pour ce qui est des chantiers routiers, par exemple? Oui, Roger, je pense qu'il est primordial même de d'abord indemniser les populations. Parce que si on commence les travaux pour l'indemnisation après, je ne pense pas que ça se fera. Parce que j'ai travaillé sur un reportage comme ça au Congo-Brazzaville où on a construit le stade à Kintele. Les populations qui avaient les terrains là-bas, on devait les indemniser. Mais on a commencé les travaux, on devait le faire après. Plusieurs fois, il y a eu des réunions
pas des réunions, pas d'indemnisation. Un moment même, il est arrivé qu'il bloque l'entrée du chantier pour qu'il n'y ait pas de travaux parce que à chaque fois, c'était rendez-vous sur rendez-vous. Mais s'ils ont déjà commencé les travaux, ce n'est pas évident de payer. Donc, il faut le faire avant. Voilà. Alors, Patrick Issa-Doa, voilà encore une autre incongruité qui plombe ce plan d'urgence implémenté par le président de la République. C'est quand même incompréhensible que l'on engage des travaux sans que les populations déguerpies ne soient indemnisées. Ben écoutez, lui, Roger, ça fait toujours mal de savoir qu'on parle de son pays avec parfois des termes douloureux et des termes révoltants à la limite. C'est encore une preuve patente de ce qu'on a l'impression que nous allons vers une navigation à vue, qu'on n'a pas de vision et qu'on n'a pas finalement de plan d'action véritable. C'est bien beau d'être dans l'urgence, pratiquement tout se fait dans l'urgence chez nous, mais on a même l'impression qu'on n'a pas connaissance de la signification du terme urgence. Dans un contexte comme celui qui est le nôtre, après des échecs patents d'un certain nombre de programmes, on avait cru penser que l'entrée vers ces différents plans d'urgence allait quand même amener les uns et les autres à avoir de la méthode et de l'accélération dans le processus. Comment voulez-vous imaginer qu'on aille vers la construction d'une infrastructure comme celle-là? Et Dieu seul sait que beaucoup sont actuellement en chantier chez nous, sans véritablement avoir un projet qui intègre le tracé, qui intègre les exigences financières, les exigences économiques, les exigences sociales, et qui finalement mettent ça dans un business plan ou alors dans la feuille de route de ce projet qui doit être finalement suivi en fonction de l'élaboration qui a été convenue. Vous n'avez pas l'impression, Louis Roger, qu'on commence à faire des terrassements pour une autoroute comme celle-là qui a mobilisé quand même l'attention, on a envie de le croire, au plus haut sommet de l'État, avec tout ce que cela comporte comme impact sur la nature, sur le déguerpissement des populations et même sur l'économie nationale. Et le projet de plan d'urgence qui est mis en œuvre actuellement, vous le citez à l'instant. Comment s'imaginer qu'on commence à faire 20-30 km de terrassement et puis on est bloqué tout d'un coup? Après, on en fera 40, je ne sais pas combien. Ça ne fait pas sérieux, Louis Roger. On a envie de ne pas parler de notre pays en ces termes-là, mais on est bien obligé de le faire parce que ce sont les faits qui sont présentés à nous. Et ces faits-là, malheureusement, sont têtus. Et ne pas le dire ferait de nous, même de manière passive, des complices. Et cette situation, elle est inadmissible. C'est une situation qui déshonore le pays et qui, une fois de plus, fait croire en ce que les projets sont plus dans l'intérêt des poches individuelles que dans l'intérêt commun. Sinon, comment comprendre qu'on ne puisse pas savoir qu'il y a 50 habitants sur ce tracé et que ces 50 habitants-là auraient dû être dédommagés, délocalisés avant qu'on engage des travaux? C'est beaucoup plus, on a l'impression, dans le lancement de ces projets-là, c'est beaucoup plus des actes politiques plus que des actes concrets à réaliser, malheureusement. Alors, Falon Tsounia, je voudrais quand même que l'on relève un autre problème. Est-ce qu'à ce niveau aussi, il faudrait tirer à boulet rouge sur, par exemple, le ministère des Travaux publics, sur le ministère des Cadastres et des Affaires foncières? Alors, la responsabilité incombe à quel département ministériel pour s'assurer véritablement que ces populations-là sont indemnisées? Moi, je pense que ça relève, c'est du ressort du ministère des Travaux publics. Parce que si c'est un projet, quand on parle de projet, ça veut dire qu'on a eu le temps de bien mûrir le projet. On fait d'abord une étude au préalable. Ça veut dire la route s'étend sur combien de mètres? Quelles sont les populations qui vivent là-bas? Combien de familles doit-on déguerpir? On fait déjà une étude et puis on établit un budget. Le budget doit être établi en fonction des difficultés et des problèmes qu'on va rencontrer sur le terrain. Voilà, on ne peut pas venir commencer à dire qu'on va faire une route, sur le coup on vient casser et puis on se rend compte qu'on doit déguerpir des personnes. Il va falloir les payer. On a comme l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire parce qu'on a conscience du fait qu'il y a des gens qui vivent là-bas, il y a des personnes qui occupent ce territoire et ce sont des Camerounais. Donc, pour planifier des travaux, on doit faire une étude au préalable, voter un budget en tenant compte de tous les paramètres possibles. Voilà. Des paramètres qui sont malheureusement bottés en touche surtout par le ministère des Travaux publics. On a même vu, Patrick Issa-Doa, à un moment donné, des travaux qui devaient être engagés sur un axe routier, être déviés pour des raisons parfois inavouées. Alors, c'est quand même le cas du Cameroun où ces faits sont un tout petit peu récurrents. Malheureusement, je le disais encore à l'instant, Louis Roger, on a l'impression malheureusement que
ceux qui sont chargés de piloter ces projets-là n'ont pas véritablement le souci collectif. Ça n'est vraisemblablement pas, au regard des faits observés, leur priorité. Parce que on a comme l'impression que c'est les commissions derrière les marchés, c'est les commissions derrière des pseudo-réalisations qui sont la priorité. Parce qu'on ne comprendrait pas comment un projet puisse être élaboré, dévié même de son tracé originel, sans que cela ne dérange, sans que cela ne mette quand même mal à l'aise ceux qui conduisent le projet. Si vous avez véritablement le bien du souci collectif, vous devez vous rendre compte que vous avez des comptes aussi à rendre. Avec ces comptes à rendre, vous devez tenir un cahier de charges qui vous a été servi. Où est ce cahier de charges? Pourquoi cette précipitation à faire toujours les choses dans le sens où elles ne sont pas prévues? Il y a comme un agenda caché ou bien comme une volonté de mettre en œuvre un agenda qui vous sert beaucoup plus qu'il ne sert la communauté. C'est pour ça que je dis, Louis Roger, qu'on a beaucoup de mal souvent à répéter ces choses-là au sujet de l'évolution des projets dans notre pays. Et voilà des choses qui plombent le développement du pays. Au-delà des plans d'urgence, au-delà des plans stratégiques de développement, on ne peut pas s'imaginer qu'on n'est pas capable de respecter une feuille de route et qu'on pense qu'on va atteindre les objectifs dans un projet global. Et cela se fait à répétition. D'un projet à un autre, on a comme l'impression que les mêmes mécanismes sont mis en place, mis en œuvre, et puis finalement, on se tourne les pouces et on a l'impression qu'un projet qui aurait dû prendre 12 mois, 24 mois, se réalise finalement sur 5 à 6 années. Alors, vous vous imaginez qu'un projet qui est prévu pour être réalisé en 24 mois, s'il faut qu'il soit réalisé en 72 ou même plus en 120, allez vous imaginer ce que ça va coûter. C'est des rallonges budgétaires, c'est encore beaucoup de choses qu'il faut investir dans ce projet-là. Et finalement, le projet, il devient plus coûteux, moins rentable et peut-être même inefficace au moment où il est réalisé. Voilà les réalités que nous avons malheureusement affrontées. Et voilà autant d'épines que nous avons dans la chaussure en ce qui concerne le développement de notre pays. Parlons à présent de la Libye où la progression du groupe État islamique vers l'intérieur du pays inquiète bien évidemment le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian, tout comme le gouvernement français. La peur de voir donc ces djihadistes-là s'emparer des puits des pétroles en Libye, qui pourrait être une aubaine pour ces candidats à la mort, Patrick Sandro. Écoutez, je suis quand même assez surpris que le ministre français de la Défense s'en rende compte aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui est déjà fait pour bon nombre de puits en Libye. C'est comme une lapalissade que de le dire et de s'en inquiéter même. On se moquerait même du ministre français de la Défense. À la vérité, je me pose une question dans la foulée. Il s'en inquiète pour qui et au détriment de qui? N'ont-ils pas beaucoup plus peur de voir les djihadistes prendre ce pétrole-là en lieu et place de cette France et de d'autres alliés occidentaux qui ont sémé ce chaos? Parce que forcément, cela aurait été préférable pour eux que ce soit eux les prédateurs de ce pétrole. Et de là à se voir menacés dans cette conquête du pétrole libyen, peut-être que c'est ce qui inquiète le plus. Je vais juste rappeler à notre conscience collective que tout ce trouble que nous vivons aujourd'hui en Libye, là, il émane de qui? Il a été fabriqué, façonné avec la France en tête, accompagné par ses alliés traditionnels. C'était quand même exceptionnel de voir les États-Unis suivre la France sur ce coup-là. Habituellement, c'est le cas inverse. On a vu le président Sarkozy et Cameroun aller à Tripoli, triompher, annoncer finalement la fin de la dictature sous Kadhafi, qui lui-même a été assassiné. Mais le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est une Libye qui est devenue finalement un no man's land dans lequel l'État islamique s'est déjà bien ancré. La preuve, en Afrique subsaharienne, nous en subissons les conséquences avec des mercenaires qui arrivent, avec une formation beaucoup plus ardue et accrue, n'est-ce pas, des sectes comme Boko Haram, qui finalement sont alimentés aussi par ça. Mais de quoi se plaignent-ils? Et vers qui vont-ils aller se plaindre, ces Occidentaux? Ce discours du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, ressemble à un discours de dupe. Et j'ai bien envie de dire que malheureusement, la conséquence que nous vivons aujourd'hui en Libye n'est que le fruit de la semence
qui a été sémée par ceux qui se plaignent aujourd'hui. Alors, ça n'est certainement pas pour la Libye qu'on s'inquiète, c'est certainement pour le volume de pétrole qui ne va pas aller dans les caisses vers lesquelles ils avaient pensé voir ce volume atterrir. Alors, voilà une autre situation qui nous intéresse et qui intéresse la France, qui a peur de voir les puits de pétrole libyens être la propriété des djihadistes, ces hommes et femmes qui se donnent la mort pour régler des problèmes. On a eu le cas du 13 novembre en France. Alors, est-ce que ce ministre a raison de s'inquiéter dès lors qu'on sait que la France, tout comme les autres bon nombre de pays, ont tellement attisé des fois des tensions à travers le monde? Il n'a pas du tout raison de se plaindre, parce que quand ils ont délogé Kadhafi, qu'on l'a traité de dictateur, de tous les mots, peut-être un dictateur, oui, mais est-ce que l'après-Kadhafi avait été préparé? Quelles étaient les raisons pour lesquelles ils ont fait partie Kadhafi? Est-ce que c'était parce qu'ils se souciaient du peuple libyen ou ils se souciaient du pétrole qu'ils exploitaient en Libye? Maintenant qu'il y a le chaos en Libye, pas de gouvernement légitime, tout le monde fait ce qu'il veut, c'est normal que les djihadistes ou l'État islamique s'emparent du pétrole libyen, cherchent à prendre sa part. Où il y a le désordre, chacun cherche son intérêt. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est les populations libyennes, la couche sociale, les personnes faibles, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est la question que l'on se pose, hein, surtout parce qu'ils sont de bord. Les chiffres sont avancés. On parle de 2000 à 3000 combattants qui sont déjà en Libye, dont 1500 à Sirte, la ville natale du défunt Muammar Kadhafi. Alors, les gens ont peur peut-être que la Libye devienne aujourd'hui un terreau propice à l'expansion du djihadisme. On doit surtout observer que on n'est plus à l'étape de la faisabilité, mais on est à l'étape de la crainte de la consolidation de ce terreau propice. Parce que la densification des frappes russes et occidentales sur la Syrie a donné quand même donné lieu à un vaste mouvement, n'est-ce pas, des troupes et des combattants de l'État islamique vers la Libye, qui, elle, du haut de son vaste territoire et du chaos total qui règne, offrait un peu plus de liberté là-bas, surtout que de ce côté-là, on ne bombarde pas, on exploite plutôt le pétrole. Et en exploitant le pétrole, on laisse libre cours à des trafics et des circulations de tout genre. Malheureusement, les pays voisins ont commencé déjà à le ressentir. La Tunisie, qui a d'ailleurs dû fermer sa frontière pendant près de 3 semaines, à l'issue des attentats connus du côté de la capitale Tunis. L'Égypte aussi soupçonne les attentats en série qu'elle a vécu d'avoir leur foyer finalement du côté de la Libye. Ça n'est pas exemple du côté de l'Algérie où on a de forts soupçons. Donc c'est tout le monde maghrébin qui est aussi dans une situation de crainte. Et cela s'est passé au su et au vu de ces personnes-là. Qu'on ne nous fasse pas croire que c'est aujourd'hui que l'alerte de l'inquiétude d'une possible densification de la présence de l'État islamique en Libye est une effectivité. Cela est su par les services de renseignement. Ils le savent. Au-delà d'une analyse que nous pouvons faire ici, là, on a même l'impression qu'à un moment donné, ils ont laissé la situation pourrir. Parce que ce qui intéressait, c'était l'exploitation de ces richesses-là, beaucoup plus que le sort de ces pauvres Libyens qui avaient cru à une démocratie qui leur était apportée du ciel. Dieu seul sait que c'est du ciel qu'on leur a donné des armes pour se tirer dessus. Et aujourd'hui, on a envie de croire que ces armes qu'on leur donnait là n'a pas facilité l'installation de ce no man's land. Donc, voilà une Libye qui est en proie à cette situation. Et c'est une Libye qui, malheureusement, est devenue déjà un fief solide, n'est-ce pas, de l'État islamique. Alors, je n'ai pas l'impression que c'est avec des discours et des 20 mots qu'on va résoudre ce problème. Il y a l'Italie, à juste titre, qui s'en inquiète. Le sommet sur la Libye, tenu de manière conjointe, co-présidé avec les États-Unis, qui s'est achevé le week-end, avait déjà vu l'Italie s'en plaindre, parce que vous vous rendez compte, c'est quand même le pays colonisateur. Et puis, c'est simplement 400 km qui séparent les côtes libyennes des côtes italiennes, avec le flux des réfugiés, l'île de Lampedusa et tout ça qui en accueille. Aujourd'hui, on ne sait plus qui, parmi les réfugiés, peut porter une ceinture ou bien est capable d'en fabriquer dès qu'il est sur le territoire là-bas. Donc, l'Italie en premier s'en inquiète, mais à la vérité,
tous ces pays sont comptables de ce qui arrive en Libye. D'accord, on va nous dire que arrêtons de pleurnicher. Quelle est la solution? La solution, bien évidemment, elle est entre les mains de ceux qui ont jeté les armes par la Libye, par le ciel aux Libyens pour s'entretuer. La solution, elle est entre les mains de ceux qui entretiennent ce combat entre les factions qui s'opposent en Libye. La solution, elle est entre les mains de ceux qui exploitent aujourd'hui le pétrole de la Libye et qui ont intérêt à ce que le chaos demeure pour qu'ils exploitent sans royalties, sans revenus propres à la Libye. La solution, elle est entre les mains de ceux-là qui pensent que le désordre qui se trouve chez les autres ne peut pas les atteindre. Malheureusement, ce qui arrive aujourd'hui, même si nous devons le déplorer à travers le terrorisme, démontre à suffisance que notre éloignement du champ physique de la bataille et du terrorisme ne nous met pour autant pas à l'abri des frasques de ce terrorisme-là. Parlons à présent de ces régionales qui sont déroulées ce dimanche du côté de la France, avec le Front National qui avait une percée au premier tour et qui n'a raflé aucune région pour ce qui est donc de ce second tour. Mais ce qui pose problème, ce qui fait problème, c'est le résultat obtenu par les Républicains, 7 régions sur 13, et des résultats qui sont pas du tout confortables. Et un autre problème se pose, c'est celui de la légitimité de Nicolas Sarkozy qui s'exprime au nom du parti Les Républicains, et pourtant les primaires n'ont pas été organisées à temps, et cela pose un autre problème, Patrick. Voilà, le résultat est clair de ces régionales en France, tout au moins à partir des résultats du deuxième tour. Aucune région n'a finalement été emportée par l'extrême droite, le Front National notamment, au-delà du charme, n'est-ce pas, de Marine Le Pen, de Marion Maréchal Le Pen, et même de Philippot, le vice-président. Bien, c'est un constat qui peut nous permettre de dire que c'était une tempête qui n'a pas tenu long feu. Mais ce serait le voir au premier degré. Si le Front National a perdu, il est en même temps un gros vainqueur de cette élection. Quand on regarde les écarts, près de 7 millions de voix qui se sont quand même exprimées dans un potentiel de 40 millions, au regard d'un contexte politique diversifié avec des clivages et des complexités multiples. On a une gauche plurielle, on a une droite plurielle, c'est autant de possibilités d'évacuation des voix. Avoir quand même 7 millions de voix, ça démontre à suffisance que les Français se reconnaissent dans une bonne partie à travers le FN. Et maintenant, quand vous observez ça, ça vous démontre encore que les Français se servent au regard du premier tour du Front National comme un fusible, comme une espèce de paravent à travers lequel ils sanctionnent les formations politiques classiques et à travers lequel ils disent tout haut ce qu'ils n'arrivent pas à dire, ce qu'ils disent, ils disent tout haut ce qu'ils cachent tout bas. Et dans cette posture-là, finalement, le Front National est effectivement une voix d'expression sérieuse des Français. Et c'est à ce titre que vous allez vous rendre compte que le Front National a quand même triplé le nombre de ses conseillers dans les régions. De 118 lors du précédent à 350 maintenant. Alors, la possibilité d'avoir le Front National aussi en bonne facture démontre à suffisance que la droite, justement, de Sarkozy va mal. Parce que c'est dans la droite que le Front National puise ses électeurs. Si le Front National, malgré sa défaite, a fait ce bond-là, ça veut dire que la stratégie annoncée par Sarkozy à travers les Républicains doit être quand même questionnée. C'est d'abord l'échec de la droite qui est idéologiquement plus rapproché de l'extrême droite. Et qui doit porter la responsabilité. Et donc, celui qui a mené la direction de la droite et qui a orienté la droite vers une certaine action, forcément Nicolas Sarkozy. C'est à juste titre, certainement, que ses camarades de la droite lui demandent des comptes. Parce que c'est aussi l'échec de la droite. Et quelques analystes ont d'ailleurs fait de dire que ce qui arrive aujourd'hui est beaucoup plus une défaite de l'extrême droite qu'une victoire de cette alliance républicaine. Parce que c'est parce que l'extrême droite a perdu que l'alliance républicaine se retrouve là. Ce n'est pas parce qu'elle a une stratégie ou bien qu'elle a convaincu tellement les Français. Je dis non. Regardez, même le poids de la gauche, les sondages donnaient la gauche largement éloignée des résultats de la droite. Mais il n'y a pas de grande différence. Donc forcément, il y a quand même un cuisant échec du côté de la droite. Et le donneur de leçons, on a envie de l'appeler comme ça, Nicolas Sarkozy, doit certainement rendre compte à ses camarades. Alors, Fallon doit-il rendre compte à ses camarades sans en avoir la légitimité pour s'exprimer? Est-ce que ce n'est pas également cette confusion au sommet du Parti républicain
qui a permis aujourd'hui à cette formation politique de glaner que cette région sur 13? Confusion, oui, mais bon, je pense que s'il n'est pas le président légitime, il n'a pas besoin de rendre compte du moment où on ne le reconnaît pas comme président légitime du Parti républicain. Ça veut dire que le Parti républicain agit indépendamment de Sarkozy et Sarkozy lui agit indépendamment du Parti républicain. Et même s'il pense ailleurs être la personnalité, peut-être la personnalité préférée des Français, et qu'il se dit qu'avec les erreurs de Hollande, il peut revenir comme celui-là qui apporte le salut à la France, mais il devrait tenir en compte les pensées, les doléances et l'idéologie même de son parti. Voilà. Et Patrick Christian Tobo, il y a également que François Fillon ou Alain Juppé, qui sont ses principaux challengers, souhaitent véritablement que ces primaires-là soient organisées, et on annonce même une date d'ici le 20 au 27 novembre 2016, mais certains souhaiteraient que ce soit quand même bien avant. Oui, certains souhaiteraient que ce soit bien avant pour avoir certainement la possibilité de huiler aussi, n'est-ce pas, les couloirs, de huiler aussi la machine à leur dimension, parce que si l'échéance interne est organisée à la lisière de la présidentielle, il va sans dire que c'est celui qui a tenu les rênes du parti pendant tout ce temps qui aura une carte d'avance. Et sur ce plan-là, Sarkozy sait très bien manœuvrer. Lui qui avait été au ministère de l'Intérieur, lui qui avait été à l'économie et aux finances, il a su effectivement tirer parti de ces positions-là pour finalement se retrouver à la tête de l'UMP de l'époque. Et il est revenu avec une nouvelle trouvaille encore après l'UMP, c'est les Républicains maintenant. Et il a donc une longueur d'avance. Ces primaires-là, certains auraient voulu même que ces primaires soient organisées avant les régionales. Donc l'enjeu à ce niveau, parce que on a souvent l'impression du côté de la droite que qui contrôle le parti contrôle aussi les orientations du parti et ficelle finalement l'image du parti à ses intentions. Donc c'est le risque et c'est peut-être la crainte que les autres adversaires, notamment les poids lourds comme Fillon et le maire de Bordeaux, n'est-ce pas, Alain Juppé, craignent dans cette nouvelle marche, n'est-ce pas, de la droite. Et Sarkozy, sur ce coup-là, a marqué des mauvais points pendant ces régionales, parce qu'il a prêté le flanc à ses adversaires directs de sa famille politique de lui rentrer dedans, au regard de cette stratégie qui semble n'avoir pas porté des fruits dans cette régionale, et donc forcément les autres vont lui faire porter la casquette, n'est-ce pas, de ce cuisant échec au régional, certes en tête, mais en tête dans une configuration qui n'honore véritablement pas le parti dont il est finalement le leader actuellement. Donc, c'est de bonne guerre, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est de bonne guerre dans une situation où les tenants de la droite se rendent compte que l'heure est à l'urgence et que... il faudrait bien que chacun se démarque. Voilà, et que les voyants ne sont pas ouverts du côté de la droite. Donc, chacun, en voulant se démarquer, veut plutôt s'approprier la capacité de fédérer une droite qui serait un peu plus forte. Alors, sortons de cette soirée de l'information avec ce clash entre Donald Trump et ce prince d'Arabie Saoudite, Al-Wali Ben Talal, ce clash qui en ce moment est interprété par bon nombre d'observateurs. C'est à travers Twitter que ces deux milliardaires s'étriment un tout petit peu le chignon. Alors pour ce prince, Donald Trump est une honte pour le parti républicain. Il devrait d'ailleurs retirer sa candidature de la présidentielle, estime ce prince. Et Donald Trump de répliquer que le prince est un crétin, pour utiliser, n'est-ce pas, cette expression, et qui veut contrôler les politiciens américains avec l'argent de leur papa, mais qui ne le fera pas. Alors, ce jeu de mots fallant entre Donald Trump, qui est un milliardaire candidat aux primaires républicaines, et qui a quand même défrayé la chronique, qui voudrait que les États-Unis ferment leurs frontières aux islamistes et autres, ce qui n'a pas été digéré par une importante frange de la communauté internationale.
Oui, je pense que Donald Trump, c'est un personnage assez choqueur et sa position n'est vraiment pas celle qu'on attendait. Je pense, mais bien que ce soit son fort, de tenir des propos assez, je dirais, déplacés. Et le prince saoudien, il ne défend que sa position en tant que musulman. Parce que lorsqu'il dit qu'il faudrait fermer les frontières aux musulmans, de ne plus converger vers les États-Unis, c'est absurde. Lorsqu'on sait que l'Arabie saoudite est un grand producteur de pétrole et qu'en Arabie saoudite vivent plus de près de 20 000 à 30 000 Américains qui travaillent là-bas, qui sont, disons, soit des chrétiens, soit des laïcs, et qu'après, ils demandent de fermer les frontières. C'est comme si il disait aussi aux musulmans, faites ce que vous voulez. Maintenant, si les Saoudiens décident de fermer aussi leurs frontières et de chasser maintenant tous les Américains pour donner leur puits de pétrole, soit aux Russes ou aux Chinois, ça sera une grande perte pour l'économie américaine. Et moi, je pense que pour quelqu'un qui veut accéder à la présidence américaine, qui représente un pays économique assez fort, il faut prendre en compte ces paramètres lorsqu'on sait qu'ils ont des partenaires économiques et que les pays musulmans qui sont producteurs de pétrole représentent un assez grand marché pour les États-Unis. C'est quand même absurde de dire qu'on va fermer ces frontières. Étant donné que ce ne sont pas tous des musulmans qui sont des terroristes, ça veut dire que ce sujet, il faudrait le gérer avec assez de tact que des propos assez choquants. Voilà. Alors Patrick Issam, d'abord, quelle analyse à la suite de cet autre clash? Bon, un clash entre milliardaires, parce que Donald Trump, lui aussi, est milliardaire. Le prince de l'Arabie saoudite en est un autre. Maintenant, Trump est dans ce qu'on appellerait son registre. Propos exacerbants, provocateurs, à la limite excentriques. Donc, c'est, comme on le dirait localement, c'est du Donald Trump. C'est véritablement du Donald Trump. Et à côté, la réaction du prince saoudien me semble être une réaction prévisible, attendue. C'est quand même des intérêts et des enjeux. Imaginez-vous, les Saoudiens aiment bien aller rouler grosse carrosse et faire des achats aux États-Unis. Et les Américains aiment bien venir faire fortune en tant que travailleurs en Arabie saoudite. Maintenant, est-ce que Donald Trump le disait pour ceux qui sont milliardaires? Je ne pense pas. Il le disait certainement pour ceux qui crèvent la faim et qui sont prêts forcément à se mettre une ceinture autour du ventre pour manifester peut-être leur désapprobation, n'est-ce pas, de ce qu'ils considèrent comme étant une indigence imposée par ceux qui sont les maîtres du capitalisme. Alors, ce n'est pas très gai les propos de Donald Trump. Mais aujourd'hui, je suis surpris de savoir qu'on est surpris quand on connaît le personnage. Il n'est pas à sa première expérience et il a toujours fait Donald Trump. Et il me semble que c'est même un risque que les républicains ont pris de le mettre dans la course. Dans un contexte où les frayeurs sécuritaires gagnent pratiquement le monde et ont traversé l'Atlantique, il est évident qu'il surfe sur une fibre populiste qui va retrouver une adhésion. Et pour preuve, il est en tête des sondages dans les primaires républicaines. Donc ça veut dire que c'est un monsieur qui dit ce que les Américains aiment. En tout cas, la frange d'Américains qui le soutiennent actuellement dans les primaires des républicaines. C'est un monsieur qui surfe avec un langage attendu par les populations. Et malheureusement, ça fait recette. Et on est bien obligé de constater que c'est peut-être aussi une image véritable de ces États-Unis d'Amérique qui sont un peu trop politiquement corrects, tout comme la France, avec ce qui est arrivé au premier tour, avec une victoire écrasante du Front National. Il a fallu encore un autre pacte républicain, comme en 2012, aux élections, pour que la France s'en sorte. Je ne sais pas de quelle façon les États-Unis vont s'en sortir, avec un Donald Trump qui ne fait que gagner dans les sondages. J'espère finalement que ce ne sera pas lui qui va être le président de la plus grande démocratie du monde. En tout cas, on attend de voir. Ce n'est pas à nous de décider, c'est aux Américains à travers les îles de le faire. Merci madame, merci monsieur d'être venu ce soir et d'avoir échangé avec nous sur quelques questions d'actualité. On se retrouve demain à la même heure pour une autre édition de votre soirée de l'information. D'ici là, restez fidèles à nos programmes qui se poursuivent.